pourquoi nous sommes là aujourd'hui, dans le cadre de cette exposition, c'est parce que nous avons monté ensemble une pièce qui s'appelle Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, ça parle d'une sorte de corps à corps entre une patiente et un médecin à l'hôpital, dans le cadre de la PMA, donc d'un désir d'enfant, et d'un incident malheureux, on va dire, ou pas. Tu vas nous en dire plus. Non, mais ça parle finalement de la façon dont les médecins, de nos jours, traitent les patients. Dans un contexte assez déshumanisé finalement, où les gens sont traités comme des choses ou des morceaux de viande, et on se soucie assez peu de savoir s'ils vont souffrir, s'ils ressentent quelque chose. C'est presque comme des numéros, quoi. Voilà. Donc là, je raconte quelque chose. Moi, au départ, c'était un monologue que j'ai écrit en pensant qu'il serait vraiment joué sur scène. J'ai eu la grande chance de rencontrer Coralie Emilion-Langui à mes côtés, qui est à la fois comédienne, metteuse en scène et plasticienne, et qui s'est emparée de ce texte et qui a voulu en faire quelque chose. Donc mon rêve a été réalisé. Moi, je l'ai écrit je l'ai écrit pour me guérir, pour crier très fort, à la place d'intenter un procès à ce médecin, bien trop connu et bien trop intouchable. Donc j'ai eu besoin d'écrire ce texte pour me libérer, pour me nettoyer, passer à autre chose et cicatriser. Et en espérant effectivement que ce soit joué, que ce soit dit, que ce soit lu, pour qu'on alerte un petit peu les gens, la société, à cette espèce de dérive médicale qui s'est emparée du monde, quoi. Enfin, je ne sais même pas si je suis très claire. Je suis je suis très fatiguée en plus aujourd'hui. Donc voilà, je vais passer la parole à Coralie. Comme ça, on dialogue. Voilà. Alors, quand Maya parle de l'incident malheureux, je trouve ça très, très gentillé pour ce qu'elle a failli vivre, ce qu'elle a subi. En fait, moi, cette rencontre avec ce texte, évidemment, c'est grâce à Maya, parce qu'elle me l'a offert, en fait, tout simplement. Et moi, je me le suis emparée, mais parce que je ne connaissais pas du tout ce process de FIV, ni voilà, j'ai eu mon fils de manière tout à fait naturelle, voilà, sans aucun problème. Évidemment, je savais, je connaissais l'existence de tout ça, évidemment. Mais en tout cas, son écriture et sa précision, son authenticité dans l'écriture a fait que je me suis sentie bizarrement, enfin pas bizarrement, mais appelée à jouer ça, à aller le faire mien. Parce qu'au-delà, et comme tu le disais justement, en fait, au-delà des femmes et de la PMA et de la FIV, c'est le patient, l'être humain, homme ou femme, qui se retrouve face souvent, en fait, à des médecins qui parfois ne se rendent pas compte qu'ils ont des humains en face d'eux. Ou en tout cas, s'ils s'en rendent compte, pour quelques-uns, il y en a pour qui ils sont évidemment absolument merveilleux et charmants, et tu as pu en rencontrer, et on en rencontre fort heureusement au quotidien, et certains font ce qu'ils peuvent, mais pris dans la machine de l'hôpital, de la consommation, de l'organisation. Du coup, évidemment, on peut toujours trouver des moyens de dire mais ils font ce qu'ils peuvent, et c'est une réalité. Là, ce qu'a vécu Maya, c'est d'être mise, elle s'offre, elle s'est offerte à ce médecin en lui remettant son ventre, en fait. Et ce qu'il y avait de plus précieux avec, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait d'émotionnellement chargé. Et ça, j'ai trouvé ça bouleversant. Ça m'a... parce que ça, évidemment, ça nous arrive à tous à un moment donné, de dire
Je sais pas. Et je l'ai vu, moi, par exemple, en accouchant, pour le coup, où je me suis retrouvée, après avoir accouché, en disant, là, c'est mon premier enfant, je ne sais pas. Ce qu'on dit sur l'instinct et tout, oui, mais quand même, il y avait une partie de moi qui disait, allô les gars, je ne sais pas du tout. Et du coup, je me suis retrouvée en disant, allez-y, moi, je sais pas. Et j'ai subi des violences à ce moment-là, parce que je me suis laissée aller en me disant que j'étais... en fait, c'est comme si je n'avais plus de connexion avec mon instinct, parce que la machine médicale me faisait me dire que, mais non, au départ, je voulais pas de péridurale, et tout le monde me riait au nez pendant les séances avec la sage-femme en me disant, toi, t'en as jamais eu, évidemment, tu vas avoir une péridurale. Déjà, dès le début, je sentais qu'on... Inconsciemment, ça rentrait en moi, tu n'es pas capable, tu ne sais pas, puisque tu n'as pas. Donc voilà. Ça, c'était une petite parenthèse, mais tout ça pour dire que ça touche tout le monde. Que tu aies eu un enfant, que tu sois un homme qui se retrouve face à un médecin qui lui dit voilà, vous avez un problème, et qu'on n'ose pas dire mais quel problème, qu'est-ce que je peux faire, où j'en suis. Quand on est enfant ou parent de quelqu'un qui apprend une maladie, ou quand on apprend soi-même une maladie, et que l'autre apparaît être le détenteur d'un savoir que nous n'avons pas. Et ça, on se sent complètement démuni, quoi. Donc ça m'a bouleversée. Et évidemment, le corps de la femme, toutes ces questions que moi je triture et qui m'obsèdent depuis des années en tant que comédienne et metteur en scène, et en tant que femme, tout simplement. C'était un beau cadeau que Maya me faisait. Et du coup, notre collaboration s'est faite avec au détour des hommes aussi, évidemment. Bruno Fugnès, avec qui j'ai collaboré à la mise en scène, comme David Possou, qui a fait la musique de cette pièce que nous avons jouée donc en juin au Théâtre de la Reine Blanche, qui est la scène des arts et des sciences. Donc Elisabeth Bouchot, la directrice, nous a donné l'occasion de créer ce texte, voilà, de créer cette pièce, où évidemment j'avais toujours à l'oreille, comment dire, la conscience de faire mien quelque chose qui ne m'appartenait pas, évidemment, parce que Maya a fait partie du process de répétition, elle nous a accompagnés, je faisais attention à ce qu'elle valide nos choix. Et malgré tout, j'ai eu l'impression à un moment donné, par ce processus de création, de faire mien que cette pièce m'appartient, autant qu'elle lui appartient. Et ça, c'est très agréable comme connivence, comme dialogue. C'est assez merveilleux de s'asseoir, parce qu'on a travaillé quoi, 1 an, 2 ans dessus, 1 an, ouais. Et de s'asseoir dans la salle et d'assister à la première, avec évidemment une immense émotion, et d'entendre le texte comme si c'était pas mon texte. C'est-à-dire, je n'avais plus ma voix intérieure. Parce qu'au début, quand on commençait les répétitions, j'avais encore ma voix. Et petit à petit, c'est devenu la voix de Coralie. Et c'est devenu le texte de Coralie. C'est devenu sa pièce. Tissée avec la musique de David Possou, qui est extraordinaire. Et j'étais devant une œuvre d'art à part entière, qui n'était plus totalement rattachée à moi, qui était détachée. Et c'était assez extraordinaire. Aussi parce que je pense qu'on est passé par un chemin qui était pour moi essentiel, qui était la résilience, en fait. Il fallait passer par là. Et donc cette femme, tout au long du texte, le texte commence en disant « Je suis jambes écartées dans les étriers. Que reste-t-il de soi, les jambes écartées dans les étriers, sous la lumière crue? Que reste-t-il d'une femme ?» Voilà, déjà, on commence dans le... On y va, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas... Flac. Et du coup, je sentais l'importance que le spectateur soit à l'intérieur de sa boîte noire, de sa tête, de ses souvenirs, de ses fantasmes, de son présent, et par là même de son intérieur, de son quotidien. Et ce que j'ai eu comme vision, comme évidence, c'était d'avoir une douche sur le plateau. Et que cette douche nous serve de passage
de boîte dans laquelle on peut se mettre, mais aussi d'endroits où on est... En fait, ce que je me suis dit, c'est à quel endroit je suis au plus proche de mon corps et au plus proche de mon intime. Et la douche fait partie de cet endroit. Est un de ces endroits. Voilà. Et surtout, c'était une manière de se réconcilier avec son corps. Pour moi, tous les soirs, et je l'ai senti particulièrement là en le jouant pendant un mois, tous les soirs, je me réconciliais avec mon corps aussi. Et parce que dans cette dynamique de résilience, parce que Maya a failli mourir, ce n'est pas un incident malheureux, elle a failli mourir parce que elle a soi-disant, entre guillemets, d'après ce médecin, bougé. Elle a sursauté. Et donc il a entaillé son ovaire droit sur 2 cm et il lui a dit on ne peut pas refaire l'histoire, je suis désolée madame, rentrez chez vous. Enfin voilà, ce n'est pas un incident. Non, en fait, c'est une suite de fautes médicales. C'est ça. C'est une suite de fautes médicales qui conduisent à quasiment à l'irréparable. Ouais. Et du coup, c'était très intéressant pour nous de passer par ces temps de narration différents. Elle avait son présent où on savait en plus des choses qui ont nourri aussi la mise en scène de ce texte. C'est que je savais que Maya, quand elle me l'a offert, ce texte, elle avait eu Alona, sa fille, et que moi, je n'arrêtais pas de me dire qu'elle me l'offrait maintenant et que j'avais ce savoir en moi que ça allait maintenant. Et puis aussi parce qu'on voulait aussi offrir aux spectateurs quelque chose de très dur, mais aussi quelque chose qui était de cet ordre de on va vers un mieux, quoi. Il y a quelque chose qui se passe et il faut le drainer, on fait de l'art pour pouvoir convoquer quelque chose qui est de l'ordre moi j'appelle ça la machine qui mouline, quoi, et qui fait qu'on fait du bon grain. Et donc du coup on avait cette idée, on est passé par plein d'idées, mais je sentais, je pressentais qu'il fallait passer par cette résilience et qu'aujourd'hui ça allait. Mais qu'il ne fallait pas faire fi, il était hors de question d'être entre guillemets mot du genou, quoi. Il fallait que la mise en scène soit aussi crue que ce qu'elle a vécu et que ce qu'elle avait écrit. Et que les gens puissent entendre. Que les gens puissent entendre. Sans être trop violenté, en fait. Parce que quand on lit un livre, on peut toujours refermer un livre. Puis on le reprend plus tard. Mais quand on est passif et qu'on absorbe, on est au théâtre et qu'on absorbe ce qu'on est en train de vous dire, on peut difficilement se boucher les oreilles. Donc l'idée, c'est effectivement que les mots passent, crus et difficiles, mais en même temps, ne pas totalement traumatiser et repousser l'auditoire. Oui, parce que... qu'ils en sortent même purifiés, nettoyés, avec quand même un minimum d'espoir. Puis en gardant à tout en se posant des questions pour ceux qui ont peut-être eu la chance de ne pas vivre tout ça. C'est aussi possible. Mais de ne pas être trop abîmés eux-mêmes. Parce que c'est pas l'idée. Tout en restant authentique. Donc il y a des passages quand même d'une très grande poésie où tu danses, où tu chantes. Donc d'un côté il y a les mots qui sont quand même très durs, mais ce qui se passe sur le plateau est finalement assez onirique, assez beau, assez... Oui, parce qu'il y a une écriture dramaturgique qui s'est faite, une écriture scénique. Et l'idée c'était de rester authentique, comme je le disais tout à l'heure, avec ce que vivait Maya au jour présent, puisque c'est autobiographique, donc on ne peut pas faire sans. Voilà. Et je pense que la mise en scène est nourrie de ça. Elle a été aussi nourrie, alors c'est super d'être invitée par vous, parce que d'être au milieu de vos œuvres qui sont particulièrement... enfin voilà, qui font appel au même... au même grain, quoi, au même terreau, on va dire. C'est très émouvant parce que quand moi j'ai commencé à travailler la mise en scène avec Maya, je suis plasticienne aussi. Bizarrement, mon travail de plasticienne est très basé sur le corps, sur le corps de la femme. Et du coup, ça a résonné très fort aussi dans ma mise en scène quand j'ai commencé à la mettre en place, à la chercher, à la travailler. Mes croquis venaient, même j'ai retrouvé des dessins que j'ai pu retravailler après en repassant, parce que voilà, des choses qui n'étaient pas finies, et c'est comme si, alors on va pas faire de trucs spirituels ou je sais pas quoi, mais c'est comme si ça attendait ce travail-là pour le finir, très étrange,
Mais c'est une conversation, c'est un dialogue qui s'est mis en place entre ma peinture, l'écriture de Maya, la mise en scène et le jeu, et nos conversations et nos dialogues de travail à la table, du coup, et de la musique de David aussi. Donc, oui, ça a permis aussi, je pense, pour moi en tout cas, de passer à différents niveaux de compréhension. Et voilà, comme on le disait tout à l'heure, on profite aussi de nos idées pour aller travailler des choses qui sont en nous à chaque instant, qu'on ait vécu la fièvre ou pas, l'infertilité ou pas, enfin, qu'est-ce qui se passe avec ces questions qui nous taraudent tous en fait. C'est qu'est-ce que c'est qu'être parent, pourquoi être parent, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce que c'est que le vide, qu'est-ce que c'est que la parole aussi, entre la parole publique et la parole privée. Ça a posé question aussi pour moi sur le témoignage, l'autobiographie, qui prend à un moment donné, alors tu l'as écrit toi en pensant à ça, au monologue, donc en plus, moi j'avais une aide, c'est-à-dire que j'étais déjà portée par quelque chose, l'auteur vivant, qui disait vas-y, et qui a offert ce texte. Mais voilà, ça pose ces questions-là. En quelle mesure on offre notre intime et à quel moment on enclenche l'art. La question de à quel moment j'enclenche ça, quoi. Et ça, je veux dire, c'est une question inépuisable, enfin. Et puis derrière, il y a la question de la science, du médical, du fait jusqu'où on est prêt à aller pour avoir un enfant. Est-ce que tous ces processus de FIV et autres sont bons finalement pour le corps? Est-ce que les médecins savent ce qu'ils font? Le fait qu'effectivement, comme ils ont entre les mains une espèce de pouvoir créateur, fécondant presque, ils se permettent des choses insensées. Ils se prennent, certains, ils finissent par se prendre pour Dieu lui-même. Donc ça pose aussi ces questions-là en arrière-fond. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut vous offrir de plus? Ouais. On va commencer par le début, non? Je sais pas. On a aussi quelque chose qu'on peut vous annoncer qui est beau. Ah oui? C'est qu'en plus, Bah oui. on va publier le texte de la pièce ensemble. Parce qu'il il a été publié une première fois sous forme de monologue comme un essai. Mais là, ça va vraiment paraître comme une pièce de théâtre avec certaines des encres et des tableaux de Coralie. Très jolie maison édition, donc d'ici début de l'année. Pour être... Ouais, on est très contente. C'est une suite de notre collaboration qui, voilà, on continue. On fait du... On continue à créer. On continue. On tire le fil. Faire naître. C'est ça, on tire le fil. Je suis jambes écartées dans les étriers. Que reste-t-il de soi, jambes écartées dans des étriers sous la lumière crue? Que reste-t-il d'une femme? Je suis loin, au-dessus de moi. Je suis bien là, mais loin, au-dessus de moi. Je veille. Mais une partie de moi est en veille. Mes cuisses tremblent. Depuis 20 jours, un jour sur 3, je dois pointer à 7 heures à l'hôpital en banlieue pour faire des analyses de sang et une échographie. Ces matins-là, je regarde le ciel et le remercie presque d'être bleu, d'être jour, déjà si tôt. Je me dis que je n'aurais jamais supporté faire ce trajet en hiver, là-bas, dans cette non-zone, cet agglomérat de béton où même les taxis se perdent. Je me rends dans un pavillon. Le pavillon des assistés en procréation. Dès 7 heures, il y a du monde. Au quart, la salle est pleine de couples blêmes qui attendent d'être piqués, échographiés, aspirés de leurs ovaires ou de leur sperme. Oui, oui. On aspire vos ovaires. On les aspire de leurs ovocytes. Cette fois, je n'en ai qu'un. Pour cette énième tentative, on a fait le choix du naturel,
Le choix de suivre au jour le jour l'évolution de mon ovocyte, de l'aider le moins possible, juste ce qu'il faut. Dans le jargon, ils appellent ça FIVNAT. Restent les trajets à l'aube, l'attente, sur une chaise quand il y en a une de libre, dans un silence de mort. À part le gloussement des infirmières qui plaisantent autour d'un café, à côté, dans leur salle. La porte n'est pas fermée. Elles rient, elles vivent. Nous autres, on attend. La première fois, je me suis fait avoir. Je suis arrivée à 7h30 et il y avait une trentaine d'inscrites avant moi. Je suis sortie de l'hôpital à 11h30. Il faut arriver entre 6h50 et 7h05, pas après, jamais après si on veut pouvoir enchaîner avec une journée de travail. Première fois, je me suis fait avoir. J'ai attendu longtemps. J'ai pu me rendre compte que certains des magazines disposés sur les tables basses avaient 10 ans d'âge. En fait, les plus récents sont dans une autre salle d'attente, celle des ponctions, pour le jour J, quand il y a ponction. Après la ponction, je me suis rhabillée vite, sans cesser de pleurer. Pourtant, on m'avait apporté un verre d'eau. Entre nous, j'ai jamais compris pourquoi on propose toujours un verre d'eau aux gens qui pleurent, pour les re-remplir de futures larmes. J'ai enlevé mon habit de crépon bleu, ma charlotte et mes chaussons stériles, et je me suis rhabillée convulsée de sanglots. J'ai rouvert la porte du sas et me suis retrouvée dans la petite salle d'attente, celle des ponctions. Des ponctionnés. Des couples blêmes m'ont regardé sans expression, j'ai pas caché mes larmes. C'était audible. Ma colère était déjà audible. Je me suis dirigée vers un plateau de petit déjeuner, un thé froid, des carrés de sucre, de miches de pain industriel. Vous savez, celle avec la croûte lisse imprimée de petits ronds. Une lichette de beurre dans de l'aluminium et un échantillon de confiture. J'ai bu le thé très vite, d'un trait. À cause de l'anesthésie locale, on ne peut pas vous laisser sortir tant que vous n'êtes pas passé aux toilettes, m'avait dit une infirmière. J'ai abandonné mon plateau, la petite salle d'attente, et suis retournée dans la grande. J'avais soif. J'étais arrivée à jeun, aseptisée par une douche à la bétadine à 7h précises. J'étais passée d'abord à l'administration, dans le bâtiment central, qui avait déménagé en l'espace d'une semaine, changé de quartier. À 7h30 précises, je m'étais présentée au pavillon des assistés en procréation pour la ponction. Voilà. Merci Coralie. Un petit aperçu. C'est le début. C'est le début. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc, oui, ça fait partie aussi des choses où sur le titre. Oui. Ou quand voilà, des choses qui naissent de dialogue et de. Au départ, ce texte s'appelait La vie refusée. Et toujours dans cette idée de voilà, je voyais Maya qui était là, bien. C'est quand même la vie refusée. Je trouve ça hyper. C'était très bien, c'est très dur, mais je voyais. Voilà, je voyais Alona. Et c'est vrai que cette idée, cette phrase que répète, que tu écris souvent, et qui est ce médecin qui lui dit « tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». C'est ce qu'on dit à tout le monde, parfois on le ressent évidemment, heureusement, c'est tout à fait vrai, on le pense quand on le dit, mais souvent quand même, voilà, les médecins ça fait partie des choses, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, je sais, je fais. Voilà. Et il lui répète assez souvent en souriant. Ça revient un peu comme un leitmotiv. Voilà. Les médecins qui se remettent plus en question, certains. Voilà. Qui se le permettent plus. Peut-être que vous avez des questions. On revient sur cette idée de dialogue. Ouais. Parce que Coralie, Oui, bien sûr. tu disais que ça t'était apparu comme ça, et dans la présentation, Naïla disait qu'elle avait écrit le texte pour se nettoyer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi parce que le retour à l'intimité, etc., mais aussi au nettoyage. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est pas pour ça aussi que tu as eu cette idée de. Évidemment. C'est très purificateur, effectivement, ouais. La douche, le fait de se laver. Ouais. Donc, effectivement, elle se lave physiquement sur scène. C'est ça. Ce qui demande beaucoup de courage aussi. Elle est très courageuse. Parce qu'à la fin de la pièce, elle se déshabille
Évidemment, les lumières sont magnifiques, hein, elle est quand même un peu protégée, mais enfin, n'empêche, elle se met nue et elle va prendre une douche. Mais oui, c'est... Une vraie douche. En plus, l'eau est froide. Oui. Mais bon, on est au mois de juin. Non, mais même si on était en... Ah oui, non, mais je regardais tout à l'heure, j'aime énormément ces 2 photos, je regardais tout à l'heure, je me disais, alors, ils sont en Bretagne, même si c'est l'été, il fait frais, hein. Ouais. C'était même pas l'été, c'était le plein hiver. Ah oui, c'est dur. C'est dur. Bah oui, c'est ça. C'est voilà. Vivifiant, on va dire. Mais parfois, on se fait vivre des choses en tant qu'artiste. Enfin, là où je finis sur ce que tu disais, c'est que ce qui est sûr, c'est que nos dialogues, on a passé beaucoup de temps et vraiment, j'avais envie de ça, de comprendre qui était Maya, et outre l'affinité qu'on avait de départ, mais de rentrer dans le texte. Et donc, évidemment, je ne peux que me dire qu'on est reliés et que ma vision que j'ai eue ne vient pas de moi toute seule, mais de cette... Oui, c'est un truchement, c'est une histoire de vase communicant de toute façon. Oui, voilà, c'est ça, c'est du vase communicant. Et c'est vrai que se nettoyer faisait partie de ce process de résilience. Elle ne peut que aller... il fallait qu'elle finisse, en fait... Voilà, ce truc d'artiste, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, tiens, qu'on soit en octobre ou en février, rien à foutre, c'est maintenant qu'on doit la faire cette photo, non? Parce que je me souviens très bien du moment où j'ai dit à Maya, Bruno et David, il me faut une douche, je veux de l'eau. Et le moment où j'ai dit, mais de toute façon, il faut que je finisse nue sur ce plateau, il faut que je me lave, et je ne peux pas y aller à demi, je ne peux pas me mettre juste en maillot de bain ou finir en culotte, personne ne prend une douche en culotte, donc c'est juste, il ne faut même pas poser à la question. Et je me vois très bien dans le train en rentrant chez moi et en me disant, qu'est-ce que c'est que cette idée de metteur en scène? Parce que là, c'était la comédienne et Coralie, quoi, moi, qui me posait la question et qui me disait, oh mon Dieu, je vais me retrouver nue sur le plateau. et évidemment, c'était une fulgurance, c'était une petite chose qui m'est traversée de moi à moi, de l'ego. Mais ça, à ce moment-là, on le fait exploser en 1000 morceaux. Là n'est plus la question. La question est l'enjeu est de répondre du mieux possible à cette problématique dont on fait part, à cette émotion dont on fait part. Et du coup, le metteur en scène que je suis a répondu à la comédienne et à l'être en disant calme-toi 3 secondes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ça. C'est qu'il faut que tu te mettes nu et que tu ailles prendre cette douche. Et voilà, aller jusqu'au bout. Comme toi, tu l'as fait en écrivant ce texte, c'est aller jusqu'au bout. Se mettre à nu. Ouais, se mettre tu te mets à nu sur scène. Ouais. Et voilà, le fil. Le fil.